Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Oui, on y va, on y va, tant pis s'il y a encore à gauche, en bas, à droite, en haut, je ne sais où un poil qui dépasse, comprenez, on y va. Mais content de vous retrouver pour ce nouveau funeste Fred. Et vous savez, chaque année, j'aime bien faire un petit quelque chose en rapport avec le 11 novembre qui, cette année-ci, je dois dire, correspond avec le 35e anniversaire et on y revient en fin numéro. À notre manière, le 35e, oui, anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pour 14-18, ces temps-ci, j'aime bien, vous savez, pareillement, remettre en ligne des textes que je vous avais déjà proposés dans des vies antérieures sur cette plateforme, comme j'appelle ça. Et ça doit bien remonter à 6 ans. On s'amusait bien en ce temps-là, nos bricolages, comprenez ici nos petits montages, bricolages, oui, sans que ça n'occupe pas, à proprement parler, nos jours et nos nuits, mais on s'amusait bien avec nos petits montages sur YouTube en ce temps-là et j'avais intégré dans un numéro autour du premier conflit mondial des fragments des poètes, des auteurs issus de diverses contrées qui avaient été impliqués dans ce conflit. Et ici, je pense que c'est l'un des meilleurs livres, hein. J'en ai repris 2 de cet ancien numéro qui n'existe plus, bien sûr, j'en ai repris 2 et c'est un des meilleurs livres, par quelqu'un qui, en uniforme sur le terrain, y était en 14-18, un des meilleurs ayant jamais été rédigé. Alors, permettez, voici. Je vous donne les références ensuite. Ce sont des Écossais que nous relevons. Je frémis en apercevant leurs lignes nobles. Nous allons nous aligner en face d'eux. Oh là, là, voilà l'Empire britannique en face de l'Empire français. Désopilantes confrontations, d'un côté 30 guerriers, de l'autre 30 miliciens, d'un côté une civilisation sauvage qui a préservé quelque chose de son fond sauvage et l'a pourtant adapté à la vie moderne, de l'autre 30 quoi. C'est comme des résidus, une civilisation plus du tout sauvage, paysanne, qui est tombée dans la saumure, petite bourgeoise, ces hommes, sous un soleil de plomb, vêtus de grosses capotes bleues d'Occident avec de lourds casques massifs trempés dans le pipi et ces armoires qui font très 19e siècle et ils sont mal ficelés. L'un perd sa cravate, l'autre sa moletière, Muret trop grand pour Pietro qui est trop petit. En face, 30 Écossais, en petite jupe antique, les genoux nus mais avec des casques bien évasés, des vestes de toile et un attirail de camping extrêmement commode. Ils ont des gestes libres, aisés, donc aristocratiques, qui les font participer à la grâce de leurs officiers. Ils sont fiers, ce sont des hommes. Nous, nous sommes un ramassis d'abattis. Oh, bien sûr, à l'intérieur, c'est solide, on a son compte à soi, on a sa petite façon solide et bien établie de prendre la vie. On est cartésien et économe. On oppose une résistance sordide et minime au monde. Mais du dehors, ça la fout mal. Et ça la fout si mal que moi, le sergent et l'élite, j'ai mal au cœur et je doute de toute cette destinée si effacée. La relève se fait, voilà, les Écossais qui se mettent à danser, à faire toutes sortes de ravissantes facéties avec leurs jambes et leurs fusils, rigides et souples, fiers et dansants. Et mes 30 types, mes 30 jardiniers qui regardent ça avec des yeux ronds comme on regarde des enfants ou des sauvages. Non, mais ils aiment ça, se disent-ils, avec stupeur et scandale. Enfin, eux aussi se mettent au garde à vous et présentent les armes avec un désordre raffiné. Pietro s'arrange toujours pour arriver un quart d'heure après, et moi, qui connais mieux les Écossais que les Normands, je suis là partagé, plus contemplateur qu'acteur. Soudain, je regarde mes hommes avec rage.
Ce ne sont pas mes hommes, je ne les ai pas choisis. Un homme comme moi, choisi, rien ne lui est imposé. Je me rappelle que 2 ou 3 ans avant la guerre, je rêvais de me mettre à la solde de l'Empire anglais. Il est une espèce d'intellectuel homme d'action qui court le monde. Je me sens comme un gobineau ou un juif. Le soldat et le prêtre courent le monde. Mes hommes sont tout à fait indifférents à mon mépris et à celui des Écossais. Ils l'ignorent. Tout cela fait pour eux partie de la folie de la guerre. Les Écossais s'éloignent sans nous avoir vus. Mes hommes lâchés se débraillent aussitôt. Le sénéchal s'approche de moi, lui seul a deviné mes pensées. C'est du bon monde, mais un peu domestique. Comme on était, oui, comme nous, comme on était avant. Pierre Drieux-La Rochelle, la comédie de Charleroi, alors une vieille édition à la LGF. Drieux qui publiait ce livre en 1934, époque de, oui, s'il en est une, de grands remous politiques dans l'Hexagone et il doit exister. Il n'y a pas beaucoup, on n'a pas dû conserver beaucoup de vidéos, de films de lui, mais on le voit interviewé dans ce contexte-là où il dit qu'il est occupé à écrire un livre sur la guerre et c'est celui-ci. S'il n'y a qu'un livre de lui à lire, hein, ne serait-ce que par curiosité, si vous avez des appréhensions trop fortes par rapport au personnage, ne serait-ce que par curiosité, allez-y voir, vous ne regretterez pas votre lecture. La comédie de Charleroi, comme je l'ai dit, un des meilleurs livres ayant été écrit sur 14 18, on y revient dans quelques instants, mais vous savez, je vous l'ai annoncé tout au long de ce mois de novembre, nos apostilles à cet autre anniversaire, le centenaire de la disparition de Lénine. Je me demandais pourquoi ne pas retourner ce souvenir perso, si ça vous dit. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises, souvenir de voyage. Ça devait être à l'été 1997, Munich, en Allemagne. Et je ne sais pas, peut-être connaissez-vous, l'avez-vous déjà visité aussi? Je vais très mal le prononcer et ce ne sera pas la première et la dernière de ce numéro par rapport à la langue teutonne, la Ledenbachhaus à Munich. C'est là qu'on expose notamment les œuvres du courant artistique connu sous le nom de Blaureiter. Voilà, ça s'arrange pas. La prononciation, le Cavalier Bleu, avec Kandinsky et ses copains, le fameux Cavalier Bleu. C'est le musée où on peut admirer toutes les œuvres de ce cavalier. Et à ce que j'ai pu comprendre lors de ma visite, je suis allé plusieurs fois à Munich, mais je ne suis jamais retourné là. Oui, à ce que j'ai pu comprendre, il doit y avoir comme une annexe d'art contemporain à cette maison, à cette house, hein, et à un moment donné, je me suis retrouvé en face d'un miroir dont je n'avais pas compris tout de suite que c'était intégré à une œuvre d'art ou c'en était une en soi. Je ne sais plus ce que je faisais. C'est clair que des tifs, j'en avais plus qu'à l'époque. Si je me réajustais les tifs ou ma moustache qui devait être alors nettement moins fournie, mais on s'en fout. Et il y a un surveillant qui passait et qui m'a regardé avec un mélange comme ça dans le mépris, un sourire, oui, un mélange d'amusement et de dédain. Et je me dis sur le coup, oui, c'est vrai qu'on est à Munich, on est ici historiquement dans un bastion tout de même pour ce qui est du plus distingué, du plus extrême raffinement civilisationnel, difficile de faire mieux en effet que ce Munich, hein. Même que la fois suivante, j'y étais retourné avec ma compagne d'alors qui, à un moment donné, avait voulu, dans la conversation, mettre sur le tas
On dira, l'époque NS, voilà simplement et je lui avais répliqué illico: «Tu sais, on parle pas de corde dans la maison d'un pendu» et bon, sur le coup, je m'étais fait cette réflexion, hein, sur toute cette effervescence, pour de vrai, hein, civilisationnelle et artistiquement parlant, esthétiquement parlant. Ne serait-ce que ça, il est vrai, au cours des siècles et je me retourne de mon miroir, je me retourne et c'est là que j'ai pu admirer le Lénine d'Andy Warhol, dont j'ai appris depuis que c'est le dernier, c'est sa dernière œuvre, pour ainsi dire, le dernier, ce qu'on considère comme le dernier corpus important, le dernier corpus majeur sur lequel il aura travaillé. L'année de son décès en 1987, il y aurait en tout, je pense qu'il y a 9 pièces en tout, ou pardonnez-moi, 8 pièces, imprimées, sérigraphie et une toile qui aurait été récupérée dans les archives, ça doit être les archives, Kröger, ouais, si je me suis gouré dans le nom, je rectifie, qui devait être le galeriste d'Andy Warhol et qui se trouve à l'origine du choix thématique de Lénine. Donc 9 pièces au total, mais je n'ai pas le souvenir, ça fait si longtemps, hein. Pardonnez-moi peut-être, mais ça, oui, 27 piges, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu plus de 3 pièces exposées, ce jour-là, là où je me trouvais, à la Ledenbach House. Je me souviens nettement avoir vu, 3 Lénines, mais, pas davantage. Je ne pense pas oui, le galeriste d'Andy Warhol, qui s'est fait connaître, je ne vous apprends rien, avec ces fameuses reproductions d'icônes de la culture du quotidien américain, des icônes, qu'on est en droit de considérer comme on ne peut plus stéréotypées, des fois, tant on les a vues et revues, du quotidien américain. Oui, tout à fait et son galeriste lui avait suggéré à un moment donné: «Pourquoi est-ce que tu ne t'attaquerais pas tu ne ferais pas des personnages, qu'on pourrait considérer historiquement comme s'inscrivant en opposition avec ce que tu as l'habitude de représenter, dans ton quotidien américain et déjà, un joli paquet d'années avant, aux alentours de 72, il y avait eu son Mao, le Mao de Warhol et une quinzaine d'années après, ce fut le tour de Vladimir Ilitch, et dans l'hypothèse où jamais vous souhaiteriez faire l'acquisition pour mettre quelque part chez vous d'un Lénine, mais, je ne sais pas, c'est toujours la propriété à l'heure qu'il est, du dit, galeriste. Oui, c'est lui qui, ça fait toujours partie de, son fonds officiellement, mais à un moment, il y aurait eu, adjugé 8 millions d'euros. Il y aurait eu un Lénine à un moment, au moins un qui aurait été adjugé 8 millions d'euros à Sotheby, à Londres, hein, comme ça vous donne une petite idée, une estimation, voilà, dans l'hypothèse où vous seriez preneur. Perso, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu plus de 3. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui dans l'hypothèse où vous vous seriez rendu, plus récemment que moi là, depuis? Ce serait très sympa, comme je dis toujours, de le faire savoir, et il s'est pas mal intéressé, dit-on, Warhol qui devait décéder tout de suite après en 1987, on le sait aujourd'hui, de grosses négligences sur le plan, hospitalier, hein, sur le plan médical. Du chef de l'établissement hospitalier où il s'était rendu, en 87, et il s'était beaucoup intéressé les derniers temps à la révolution russe, à la Russie. Lui qui, je ne vous apprendrai probablement rien non plus, était d'origine ukrainienne et de confession religieuse uniate et il se serait pris de passion pour la révolution russe et l'histoire de Vladimir Ilitch. Est-ce qu'on met un Lénine de Warhol en enluminure de ce numéro? Est-ce qu'on encourt la censure pour ça? La censure, peut-être pas.
hein, mais, pour d'autres raisons, comme ça va très vite et après ça, si, vous je pense qu'on va le faire tout de même, hein, mais, si pas la censure, l'invisibilisation, oui, invisibilisation totale, de notre vidéo sur YouTube et après ça, si vous voulez encore vous persuader qu'on est en dictature communiste, mais bon, hein, si vous y tenez. Voilà, j'ai fait le tour de ce Lénine, de Warhol, d'Andy Warhol et je vais vous lire une poésie. Maintenant, on va retourner en 14-18 avec une poésie mmh, pour ne pas qu'on puisse me soupçonner. Notre numéro n'a pas, je n'ai jamais prétendu que, j'étais comme certains que j'ai pu décevoir des fois à ce que j'ai compris. Je ne suis pas Ce n'est pas une chaîne marxiste léniniste. Oui, nous parlons de Lénine. J'aime bien vous présenter des ouvrages historiques sortant de la doxa, de la Vulgate, hein, de ce qui relève du tout académique contemporain, autour de l'histoire contemporaine. Ça, j'aime bien, c'est vrai, mais ma chaîne n'a pas de vocation politique et si vraiment je devais fournir un gage de non-sectarisme, eh bien, je vais vous lire un poème. Le mari de cette poétesse russe, il a été fusillé par les Rouges, c'était Goumilev, et sa femme Anna Akhmatova, bien entendu, une des 2 plus grandes poétesses russes du XXe siècle, avec Marina Tsvetaeva. Je préfère Marina personnellement et pour, son caractère, sa personne dans l'ensemble, je dois dire, mais surtout, n'allez pas juger Akhmatova, sur la base du parcours politique de la bio de son mari. Ne la jugez pas politiquement, s'il vous plaît, dans l'ensemble, hein, surtout pas. En 2024, vous risquez de passer à côté de quelque chose, là encore. Perso, je préfère Tsvetaeva tout de même qui arrivait à s'intégrer un peu plus facilement, un peu dans tous les milieux. Oui, son mari, ils n'étaient plus ensemble, hein, les dernières années, fusillé en 1921 et il avait été en 14-18, il était dans la cavalerie, de l'armée tsariste. Je vous disais que je préférais Marina Tsvetaeva, plus à même de s'intégrer, un peu dans tous les environnements, socialement parlant, tandis qu'Akhmatova avait conservé un certain style bien à elle, comme en atteste cette anecdote, encore une avec Shostakovich. On en parlait la semaine dernière. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. À ce moment-là, on pouvait les tenir pour 2 des plus grandes personnalités soviétiques toujours en vie alors. Anna Akhmatova et Dmitri Shostakovich, pour la poésie et la musique. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Beaucoup avaient souhaité cette rencontre. Et Dimitri, quand il est arrivé et qu'il a vu Anna qui semblait comme ça, c'était comme si elle sortait ou d'un défilé de mode ou d'un film, oui, comme une star hollywoodienne, véritablement sur son 31. Et vous savez d'où Dimitri venait. Alors oui, je sais, l'habit ne fait pas toujours le moine, mais le fait que Dimitri a senti quelque chose comme ça, et lui s'est senti de fait tout déconfit. Et ça s'est passé très vite. Il ne se serait finalement rien dit. Bonjour, au revoir, comment ça va? Ils seraient tranquillement repartis chacun dans leur direction. C'était, rapporte-t-on encore, assez pathétique. Oui, certes, l'habit, ça ne fait pas, mais si on devait aller, permettons-nous cette formule, à l'autre bout de l'éventail, mettons en vis-à-vis cette autre anecdote, encore une, si ça vous dit, avec Dimitri. Ça devait être sa troisième épouse, sa dernière femme. Ça faisait peu de temps qu'ils s'étaient unis.
Et là, la nouvelle femme, la nouvelle épouse de Dimitri s'entretenait avec l'épouse, d'un écrivain. Ça devait être l'épouse, oui, ce n'est pas mon préféré celui-là. Je me contenterai de dire l'épouse, du prix Nobel 1970 qui disait à la dernière épouse de Dimitri: «Tu sais, c'est un artiste, hein, il faut le comprendre, il a une personnalité bien particulière, c'est un artiste, c'est un musicien, un compositeur, c'est un musicien». Et l'épouse de Shosta aurait répliqué: «Oh, mais tu sais, moi, j'ai l'habitude avec les musiciens, mon précédent, il jouait de l'accordéon». Voilà, on peut, oui, ça peut se mettre en vis-à-vis. La poésie d'Anna Akhmatova, la voici. Ça se trouve dans le recueil auquel on a donné le titre dans la collection Poésie à la NRF de Requiem. Oui, le Requiem. Et en rapport avec notre contexte de la Première, de la Grande Guerre, cette poésie datée de 1914. Mieux vaudrait, mieux vaudrait pour moi lancer quelques rengaines moqueuses. Toi, tu jouerais sur un accordéon enroué. Nous irions enlacer au-delà des avoines. Dans la nuit se perdrait le ruban de ma natte. Mieux vaudrait pour moi bercer dans mes bras ton enfant. Toi, tu irais gagner 10 sous par jour. Nous irions au cimetière pour le jour anniversaire et nous regarderions le lilas blanc du bon Dieu. Anna Akhmatova dans Requiem. Requiem, et vous avez aussi poème sans héros. Oui, ça s'intitule, pour être précis, toutes les références comme d'hab en description de ce numéro Requiem avec poème sans héros et autres poèmes. J'indique aussi comme il le faut, je précise, car j'y tiens. J'indique toujours en description aussi, quand c'est nécessaire, les traductrices ou les traducteurs. Je vous avais promis d'évoquer le 35e anniversaire. Oui, la chute du mur de Berlin, j'en ai déjà parlé, hein. J'étais en réto, on dirait en terminale, chez vous, amis hexagonaux, en novembre 1999. Hmm, 89, pardonnez-moi. Vous voyez comment, oui, quand on veut bien faire pour utiliser les chiffres français, et tout en revenant de temps en temps, oui, quand on veut se la jouer sophistiqué en mêlant les deux, nos deux contrées pour ça, hein, vous voyez où ça mène. 89, et c'est pareil chez vous et chez nous, là, je crois. Oui, novembre 1989, ma mère m'annonce, je prenais mon café. Hier, on a ouvert sur le ton à la fois qu'avait toujours ma mère quand elle m'annonçait une nouvelle en ce temps-là, un mélange de flegmatisme et de nonchalance, sans trop savoir comment moi j'allais réagir, il faut croire, et je n'ai rien dit. Je n'ai pas même le souvenir d'avoir sourcillé. Je regrette moins que jamais. Je dois dire, je regrette pour vous dire comment ça s'est passé. Peut-être que si vous étiez déjà, comme moi, parmi nous en ce temps-là, hein, essayez de vous remémorer ce que vous faisiez au moment où vous avez appris la nouvelle. Et j'ai entendu, je ne sais franchement pas comment il faut prendre ça, un homme politique dont je ne suis pas inconditionnel. Loin s'en faut des idées, il y a quelques jours que j'entendais déclarer que l'élection de qui, vous savez, là où, vous savez, la semaine qui correspond au 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin, ce serait l'événement le plus important depuis la chute du mur. Et historiquement, franchement, j'en sais rien. Je prends le dernier bouquin dont je vais vous lire un fragment pour aujourd'hui. J'espère que, oui, on allait un petit peu dans tous les sens, mais je pense que
Mine de rien, je l'espère, au final, ça se tiendra assez. Je l'espère, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'est pas interdit de réagir à ce que nous faisons en comment du moment que ça reste courtois. Et le dernier livre que vous allez voir, j'ai retiré de ma bibliothèque. Je me suis dit pourquoi pas. Les carnets de prison d'Eric Honecker, ils ont été édités en traduction française chez Delga. Eric Honecker, oui, je rappelle, un petit point d'histoire, hein, et je ne légitime rien, hein, je n'excuse rien, mais il y avait eu les accords Gromyko. Oui, ce sont des accords qui stipulaient où les Russes soviétiques, l'Union soviétique avait déclaré qu'elle prendrait au regard de l'histoire, et si vous y tenez, du tribunal de l'histoire, qu'elles assumaient, qu'elles prendraient sur elles entièrement ce qui pourrait advenir. Oui, en cas de drame, mort d'homme consécutivement à l'érection du mur, hein. Ça, ce sont, histoire de rappeler ce petit point d'histoire en passant, ce qui avait été convenu avec Gromyko, le ministre des Affaires du RSS de l'époque, sans rien vouloir excuser, mais je m'autorise tout de même à estimer rétrospectivement assez immonde l'attitude d'une certaine droite allemande, et c'était pas bien dur d'aller fouiller pour ses antécédents à elle, mais bon, n'allons pas davantage plus loin. Lorsqu'elle avait exigé un procès à Erich Honecker, qui s'était retrouvé un temps dans la prison où il avait déjà été, où les nazis l'avaient déjà incarcéré un certain nombre d'années, du temps de désengagement de sa jeunesse. Et ce sont ces lettres rédigées là en prison qui ont été regroupées et qui ont fait l'objet de ces carnets de prison d'Eric Honecker. La clôture, le texte de clôture, pour le clôturer, notre numéro. Conclusion, et il avait appelé ça comme ça, conclusion, remarque finale. Merci de m'avoir suivi, d'avoir l'endurance de me suivre. Ça commence à aller un peu mieux, hein. Vous savez, c'était pas la gloire ces dernières semaines, hein. Pardon si j'ai l'impression, quand je parle, d'avoir un peu le feu, vous savez, mais au moins, histoire de donner un petit peu de tonus tout de même à notre numéro. Merci à vous et rendez-vous dans moins d'une petite semaine pour un autre funeste. Vous avez vu les couvertures de tous les bouquins, Le Drieux, Akhmatova, hein, c'est bon, et Warhol, Lénine en enluminure. Je pense qu'on fait ça. Je n'ai pas encore choisi la teinte, on va voir. Alors, le texte d'Eric Honecker. Eric Honecker, décédé en 1994 au Chili. Tout autour du globe est déjà gravement atteint écologiquement. Les humains se demandent ce qui les attend en ce deuxième millénaire. Personne ne peut donner de réponse décisive à cette question, mais l'on peut déjà exprimer quelques vérités fondamentales. Le monde ne restera pas tel qu'il est actuellement. Les contradictions entre les puissants et les opprimés d'aujourd'hui, et donc la lutte entre les classes, continueront à s'aiguiser. Et cela indépendamment du fait que les théoriciens et les politiciens de gauche rechignent à utiliser le terme de lutte de classe et d'autres concepts de la théorie marxiste au contenu très clairement défini, ou les remplacent par des formules pseudo-scientifiques de guérisseurs du capitalisme. C'est en vain qu'on s'efforcera de proscrire les noms de Karl Marx et de Friedrich Engels, les pères du socialisme scientifique. Qu'on le veuille ou non, le monde capitaliste est soumis aux lois que Friedrich Engels a mises en évidence dans son livre L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, et que Marx a développé scientifiquement dans toute son œuvre.
L'assurance affichée aujourd'hui par les vainqueurs cédera. L'Allemagne capitaliste est encore loin d'avoir digéré la RDA. Les citoyens de la République démocratique ont fait l'expérience d'une vie sans les millionnaires, les trusts et les grands propriétaires terriens ouest-allemands. Après l'absorption de la RDA par la RFA, ce que cette dernière entend lorsqu'elle dit vouloir prendre une plus grande responsabilité dans le monde est de plus en plus clair. L'aspiration à la domination recèle beaucoup d'inconnus et de dangers, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour le monde entier. Il arrive cependant qu'on puisse aussi surestimer ses forces. Quelle contradiction produira le développement en Europe? Quel rôle jouera la France, par exemple? La grande nation, en français dans le texte. La grande nation se laissera-t-elle étouffer par l'étreinte de l'Allemagne? Les États-Unis aussi compromettent la paix par leur aspiration extrême à la domination du monde, mais même l'arrogant gendarme américain ne remettra pas ce monde en ordre. Les problèmes et les conflits nationaux et sociaux exigent une solution et fixeront des limites au succès des puissants aux États-Unis. Quel rôle voudra jouera l'Allemagne impérialiste avec son partenaire principal? À observer les différentes régions du monde, la question surgit. Quelle sera l'issue? L'évolution du monde arabe, avec sa diversité et ses multiples contradictions. Qu'en est-il du présent et de l'avenir de l'Amérique latine? Voudra-t-elle rester encore longtemps l'arrière-cour des États-Unis? Qu'est-ce qui attend le continent africain? Quel rôle jouera le Japon? Que se passera-t-il entre l'Oder et l'Atlantique et dans l'ancienne URSS, où les anciens pays socialistes d'Europe, leurs peuples, se laisseront-ils entraîner encore plus loin dans la misère? Il n'est pas exagéré de dire que le capitalisme s'est empêtré dans un immense nœud de contradictions qui exigent une solution. Si on en reste à la croyance enfantine que le marché peut tout régler, aucun des problèmes de l'humanité ne sera résolu. C'est pourquoi, inévitablement, de nouvelles forces sociales apparaîtront, qui prôneront et inventeront de nouveaux rapports sociaux. Soit l'humanité sera précipitée dans l'abîme par le capitalisme, soit elle vaincra le capitalisme. Cette dernière solution est la plus vraisemblable et la plus réaliste, car les peuples veulent vivre. Malgré toutes les difficultés et les dangers, malgré la sinistre situation actuelle, je suis et demeure confiant. L'avenir appartient au socialisme. Merci à vous.